Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le dimanche 19 avril 2026 et notre cher ami, notre frère Stanislav Krapivnik est avec nous. Bienvenue à nouveau, Stas. Toujours un plaisir, Nima, vraiment, toujours un plaisir. Alors laissez-moi commencer par la dernière nouvelle. Vous savez, il y a environ 4 ou 5 heures, il y a eu une confrontation. Les États-Unis ont saisi, ou d'une manière ou d'une autre, pris le contrôle d'un navire commercial iranien près de la mer d'Arabie. Voici l'endroit où l'incident s'est produit. Le navire s'appelle Tuska. Il se dirigeait dans cette direction, mais en ce moment, il est sous le contrôle des États-Unis. Ils ont tiré dessus, sur la salle des machines, puis ils l'ont pris. Il est maintenant sous la garde des États-Unis. C'est tout récent. Vous savez, comme vous le savez, Donald Trump a déclaré, un jour plus tôt, qu'ils allaient envoyer une délégation. Ce serait J.D. Vance, accompagné de Sir Whitcomb et de Jared Kushner, qui se rendraient à Islamabad au nom des États-Unis. Les Iraniens, eux, ont dit qu'ils n'avaient pas encore confirmé s'ils allaient y aller ou non. Mais avec cette nouvelle escalade, cette attaque, quelle est votre lecture de la situation? En quoi cela va-t-il changer les choses? Parce qu'on sait que les États-Unis sont présents là-bas, près du Golfe Persique, en raison du cessez-le-feu. Comment voyez-vous cela? Eh bien, vous savez, il y avait 2 points essentiels qui n'ont pas pu être résolus dans ces négociations. J'aime bien la façon dont les Américains le disent aussi, à propos des négociations avec les Ukrainiens. Oui, on est à 90% du chemin. Mais si ces 90%, c'est une vallée, et que les 10% restants, c'est l'Everest, eh bien, vous pouvez être à 9 ou 10%, vous n'arriverez jamais au sommet. Et c'est exactement la même chose ici. Tout ce qui a été fait jusqu'à ces 2 points dont ils discutaient, je ne suis pas sûr de savoir exactement lesquels, parce qu'ils ont commencé à accepter les 10 points iraniens, puis ils ont dit « non, non », on parlait de nos 15 points, qui ne sont sans doute pas du tout la même chose. Mais les 2 points qui clairement bloquaient tout. D'abord, Trump mentait. Je le sais, quand Trump parle, il ment. C'est quelque chose de normal. On a dit « Ah, les Iraniens ont dit qu'ils allaient nous donner l'uranium. » Eh bien non, ce n'est pas vrai. C'était justement l'un des points de blocage. Que fait-on de cet uranium? La Russie a proposé pour la 3e fois maintenant, et d'ailleurs, elle l'avait déjà proposé avant que tout ce conflit ne commence, que l'Iran envoie son uranium pour le stocker en Russie. Si besoin, une partie pourrait être restituée à tout moment, simplement en tant que tiers neutre. Et l'Iran n'était pas vraiment contre cette idée. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient pour, mais ils n'ont pas dit qu'ils étaient contre non plus. Ils ont plutôt dit, bon, c'est une option. Les Américains, eux, ont répondu, pas question, ça nous appartient. Ah oui, bien sûr, ça vous appartient, mais l'Amérique a besoin de beaucoup d'uranium, et l'Amérique n'a pas d'uranium. Il n'y a pas d'uranium en Amérique. Il y en a un peu au Canada, mais les États-Unis n'ont plus de capacité de traitement de l'uranium. Ils ont fermé ces installations. La Russie, elle, détient plus de 70% des capacités mondiales d'enrichissement de l'uranium. Donc, pour un usage commercial et tout le reste, les États-Unis veulent vraiment moderniser leurs centrales nucléaires, en partie à cause de ces immenses centres de données qu'ils construisent. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les ordinateurs quantiques chinois, au moins dans des tests limités, se sont montrés beaucoup plus rapides dans ces centres de données. Ils prennent très peu de place et consomment très peu d'électricité. Alors, même pendant qu'ils construisent ces énormes centres de données et les centrales nucléaires pour les alimenter, il est possible qu'ils soient déjà dépassés. C'est un point à garder en tête. Et c'est en ce moment la plus grande bulle économique aux États-Unis.
Si ça explose à cause des Chinois dont tu parles, on se retrouvera face à un effondrement économique total aux États-Unis, parce que c'est la grande bulle. Mais en réalité, tout est une bulle de tout. C'est juste une réflexion à garder en tête. Les États-Unis ont besoin de cet uranium, surtout à 60%. Ils peuvent vraiment l'utiliser pour leurs centrales électriques, sans avoir à l'acheter à la Russie, ce qu'ils sont obligés de faire maintenant. Donc encore une fois, juste une idée à garder en tête. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est que les États-Unis veulent que les Perses contrôlent le golfe Persique. Et ils veulent que l'Iran renonce à la souveraineté de ses eaux territoriales, le détroit d'Ormuz. Au fait, en iranien, on dit Hormuz ou Armuz. Hormuz, Hormuz. Parce qu'en russe, c'est Hormuz. Nous, aux États-Unis, on ne prononce pas le H. En anglais, on prononce le H. En persan, ils disent Hormuz. Mais en anglais, on dit Hormuz. Oui. Et en russe, on supprime simplement le son H, point final, et on dit juste Hormuz. Parce que c'est pareil en portugais d'ailleurs. Chaque fois qu'un mot commence par un H, on ne le prononce pas. C'est la même chose. C'est juste un mot différent. Non, les Russes prononcent le H quand c'est un mot avec un H. Mais pour une raison ou une autre, oui, ils ne le font pas pour Hormuz, pas Hormuz. Oui, c'est Hormuz. En persan, on dit Hormoz. On dit Hrvatia pour la Croatie. Vous voyez des choses comme ça. Moi, je sais pas. Je suis pas linguiste. Ma femme, elle, est linguiste. Elle s'occupe de la grammaire en anglais et en russe. Pour moi, c'est juste... Enfin, ce que quelques moines fous ont décidé d'appeler la grammaire, eh bien, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi ils font ça. Bref, revenons au sujet. Désolé pour la digression. Oui, ils veulent que l'Iran renonce au détroit d'Ormuz, ce qui est absurde. D'abord, c'est un territoire souverain. Ce ne sont pas des eaux neutres. Non, ce ne sont pas des eaux neutres. Ou alors, on peut l'appeler le détroit d'Iran, puisque Donald Trump lui-même a dit le détroit d'Iran. Ah, pourquoi pas? Well, that's an offense to him. It needs to become the Strait of Trump Jr. there, or because he can't have too many Trump. You got the Trump way where they took a chunk of Armenia with that puppet trader they have sitting up there, giving it away. Right, by the way, right between where Armenia and Iran bordered. They've got the Gulf of America. I'm surprised it's not the Gulf of Trump America or something like that. Trump America. And all of this, but so I'm sure that it's Gulf of Iran is going to be, or the Straits of Iran is going to become the Trump, the Straits of Trump. I mean, come on, why not at this point? But yeah, so Trump wants him, and guarantee you, he wants to collect money off of him. He'd be charging a toll just the same. Il ferait payer un péage, tout simplement. Mais l'Iran, évidemment, ne va pas céder un territoire souverain. Donc, en gros, qu'ils aillent se faire voir. Et c'est là que ça devient sérieux. C'est ce qui a provoqué le blocus. On sait que l'Iran a déclaré le détroit ouvert. Du moins, le ministère des Affaires internationales l'a annoncé. Et 12 ou 14 heures plus tard, il était de nouveau fermé. Et d'ailleurs, cette fois, c'est l'armée qui a déclaré la fermeture. Parce qu'entre-temps, Trump avait dit « Eh bien, si on n'obtient pas l'uranium, on ne lèvera pas notre embargo, ni le blocus des ports iraniens. » Mais vous avez raison. Regardez où ils en sont maintenant. La seule raison pour laquelle ces navires existent encore à cet endroit, enfin d'accord, je reformule. La seule raison pour laquelle ces navires sont encore au-dessus de la ligne de flottaison à cet endroit et ne sont pas déjà des récifs ou des futurs récifs, c'est qu'il y a un cessez-le-feu. Et je dirais qu'ils viennent d'envoyer ce cessez-le-feu par le fond. Et si j'étais l'Iran, à ce stade, j'enverrais quelques navires américains au fond aussi. Parce que vous savez, c'est de la piraterie. Les États-Unis se livrent à des actes de piraterie contre les navires iraniens dans les eaux territoriales iraniennes. C'est une double gifle.
On dirait que ça va arriver, je crois. Oui, Parce qu'ils vont dans cette direction. Et ça va coûter extrêmement cher aux États-Unis s'ils décident de continuer sur cette voie, de s'y tenir. Après tout, les États-Unis n'ont pas vraiment le choix, parce qu'ils ne vont pas rester là-bas. Dès que le cessez-le-feu sera terminé, ils ne pourront plus y rester. Ils devront se retirer, s'éloigner davantage des côtes iraniennes. Et ça va placer une immense zone maritime sous leur responsabilité. Rien que patrouiller sur une zone aussi vaste, ce sera impossible. Et à mon avis, il a lancé un jeu qu'il ne pourra pas arrêter. vous savez, j'ai fait une interview, si quelqu'un veut aller la voir sur ma chaîne, avec Cameron McGregor, un ancien officier de la marine américaine. Il me disait, voilà, la marine américaine a toujours la même mission qu'à l'époque de la guerre froide, mais elle a aujourd'hui moins de la moitié des navires qu'elle avait à ce moment-là. Beaucoup de gens sont épuisés, beaucoup sont partis, et beaucoup de ces navires n'ont pas d'équipage complet. En plus, une partie du personnel n'est pas entièrement formée, et le moral, déjà avant, était vraiment au plus bas. Il reste en contact avec tous les officiers avec qui il a fait l'école de guerre et avec qui il a servi. Il m'a raconté le passage du détroit d'Ormuz. Il m'a dit que ça lui avait pris, je crois, 12 ou 14 heures pour le traverser. Et là, on se sent complètement à découvert, parce qu'il y a des montagnes avec des lance-missiles, quelque part dedans, dessus ou même en dessous, avec des bases souterraines, des vedettes rapides, des drones sous-marins, des drones de surface, des drones aériens. Ou comme dit Trump, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Rien de tout ça n'est réel. Oui, il a vraiment dit ça. Ils n'ont pas de drones. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. D'accord, Monsieur Trump. Tu vois, t'es dans la cour des grands, je le sais. Alors, ce qu'il dit, c'est que la marine américaine n'est pas capable de gérer ça, qu'elle n'a pas les moyens, qu'elle est à bout, qu'elle est épuisée, brisée, et que Trump va les pousser jusqu'au bout dans cette affaire. Et oui, il y aura des pertes. Et maintenant, c'est de plus en plus clair que le Lincoln a été attaqué. Peut-être qu'il n'a pas été endommagé, mais il a bien été attaqué. Par contre, le Ford, lui, a très probablement subi des dégâts. Un incendie de 30 heures venu du continent? Sérieusement? Sur un navire compartimenté, avec des milliers de sections, ils peuvent tout simplement isoler les zones, couper la circulation d'air et laisser le feu s'éteindre faute d'oxygène. Alors, ils ont vraiment combattu ce feu pendant 30 heures. Franchement, ça montre bien qu'ils ont déjà pris des coups. Et c'est pour ça qu'ils sont restés aussi loin une fois les combats relancés. Mais pour comprendre Trump, il faut comprendre qui était son mentor. Roy Cohn, c'était un magnat new-yorkais, un magnat de l'immobilier. Il y a pas mal de choses à dire sur lui, en dehors du fait qu'il aurait pu être un pédophile, attiré par les jeunes garçons, et un pervers sous bien d'autres formes. Faut quand même se poser des questions là-dessus. C'était aussi un escroc, et c'est lui qui a appris à Trump à ne jamais admettre qu'il avait tort. Apparemment, ça collait très bien avec la personnalité de Trump. Il lui a appris à insister, à redoubler, voire à tripler d'obstination sur n'importe quelle erreur, juste pour ne jamais reconnaître qu'il s'était trompé. Et visiblement, Trump veut tripler la mise, puisqu'il a déjà doublé. Il a perdu des membres des forces spéciales. Je vous garantis qu'il y a eu des morts. Cette soi-disant mission de sauvetage, en réalité, c'était pour récupérer de l'uranium. On ne déploie pas... Enfin, il y a eu 2 C-130 qui ont été détruits. Et non, je ne pense pas que c'était Eric Metz, même. Je pense qu'ils ont été détruits par des tirs d'artillerie. Toute cette piste d'atterrissage est criblée de cratères. Je crois que ce sont des tirs d'artillerie iraniens qui les ont touchés. Donc il y en a au moins 3 ou 4. Enfin, il doit bien y en avoir au moins 4 pour évacuer autant de monde.
Je parle de 2 C-130 complètement chargés pour sortir une centaine de personnes. Un C-130 ne peut pas transporter 100 personnes. Donc, il y avait au moins 4 C-130 sur place. Ce n'est clairement pas une mission de sauvetage. Ils ont déjà tenté une opération terrestre d'envergure et ça a échoué. Est-ce qu'ils vont tenter quelque chose de plus gros? Oui. À ce stade, je pense que c'est probable. J'ai de la peine pour les jeunes qu'on va envoyer là-bas. Ce n'est même pas une mission impossible. C'est une mission suicide. Une véritable escouade suicide. Vous avez vu le film The Suicide Squad? Oui. Non, je n'en... Le film de super-héros Suicide Squad. Eh bien, dans le deuxième Suicide Squad, ils envahissent une île, non? Et en fait, on découvre que l'équipe principale du Suicide Squad, c'est en réalité la deuxième équipe. La première, celle qui est censée détourner l'attention, elle débarque et elle se fait complètement anéantir. Ils se font massacrer sur les plages. C'est exactement la même chose ici. C'est une escouade suicide. Ces gars-là vont débarquer sur une de ces îles et ils vont mourir. Ils peuvent mourir en arrivant ou pendant les combats là-bas. Ils risquent de mourir, traqués jour et nuit par des drones. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'à ce stade, Trump pourrait bien se lancer. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Bombarder encore plus de civils? Oui, il pourrait le faire, mais ça ne lui fera pas gagner la guerre. Il ne peut pas rayer l'Iran de la carte, sauf à lancer une frappe nucléaire massive. C'est impossible. Les États-Unis n'ont tout simplement pas assez de missiles. En clair, même si les États-Unis tiraient chaque foutu missile qu'ils possèdent, une fois la fumée retombée, l'Iran serait toujours debout. Et la plupart de ces missiles qui sont protégés seraient encore là. Et après, on fait quoi? Yeah. Today, we had him today sharing one of the videos. Aujourd'hui, il a partagé une des vidéos de ces manifestations, de ces émeutes en Iran. Et il essaie, il fait tout ce qu'il peut sur le plan psychologique pour étouffer les protestations. Parce que les gens qui manifestaient déjà à cause des problèmes économiques, à l'époque, en décembre 2017, ce sont les mêmes aujourd'hui. Ce sont eux qui poussent le gouvernement, qui poussent tout le monde en Iran à ne pas reculer. Il faut se battre jusqu'au dernier moment. Il faut vaincre les États-Unis. Ce sont les mêmes personnes. Elles savent très bien ce que cela implique. Elles savent que le pays se bat, qu'il est en guerre. Alors on peut imaginer ce que ressentent les Iraniens. Et Donald Trump, lui, ne comprend pas. Il pense que les gens vont croire à ce genre d'argument de la part des États-Unis. Mais personne n'y croira. C'est la réalité. Je pense qu'on se dirige vers une guerre massive entre les deux camps. Je ne sais pas comment les États-Unis, avec les Israéliens, vont pouvoir poursuivre cette guerre, mais c'est en train de se produire, du moins d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est massif, parce que tout simplement, les États-Unis ont une capacité d'escalade très limitée, à part les armes nucléaires. En clair, les États-Unis ne peuvent pas envahir l'Iran. Je veux dire, bien sûr, ces sénateurs n'ont jamais porté l'uniforme, ni ces membres du Congrès d'ailleurs. Et ces commentateurs américains non plus. Alors oui, pour eux, c'est facile de dire « Allons envahir l'Iran ». Oui, c'est ça. On a les marines. Allons-y. Et puis, il y a la réalité. L'Iran, c'est une forteresse naturelle. 70% du pays, ce sont des montagnes, de hautes montagnes. On ne parle pas ici des Appalaches ou de l'Oural. On parle de quelque chose qui ressemble plutôt aux Alpes. Si ces zones sont fortifiées, tous les passages à travers ces montagnes sont couverts par des défenses. L'Iran s'y prépare depuis longtemps. L'Iran a 1 million d'hommes sous les armes, et s'il s'agit d'une invasion nationale totale, ils peuvent facilement mobiliser tout le monde. On se retrouverait avec 10 millions d'hommes en position défensive dans les montagnes? Oui. Avec des lignes de communication internes? Franchement, avec quoi voulez-vous envahir ça? 20, 30,
50. Regardez, les forces terrestres américaines, l'armée et les marines, c'est environ 550 000 hommes. Et ce ne sont pas 550 000 combattants, c'est 550 000 personnes. Dans une armée moderne, vous savez, il y a 120 ans, quand on disait qu'on avait une armée de 100 000 hommes, ça voulait dire 100 000 soldats, de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie à l'époque. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a une armée de 100 000 hommes, derrière cette armée, autrefois, il y avait tous ces convois de civils qui conduisaient les chariots, des femmes qui lavaient le linge, la moitié d'entre elles étaient les épouses des soldats, et ainsi de suite. Il y avait toute une foule qui suivait l'armée, qui cuisinait, qui faisait tout ce qu'il fallait pour la maintenir sur le terrain. De nos jours, tout ça fait partie de l'armée. Vous avez les soldats mécaniciens, les infirmiers, les cuisiniers, les gens de la logistique, de la finance, et ainsi de suite. Donc, quand on dit qu'on a une armée de 100 000 ou même de 550 000 soldats, armée et marine compris, la majorité ne sont pas des combattants. Ce qu'on appelait autrefois, un peu crûment, les soutiens. Ce sont les infirmiers, les mécanos, les comptables, les cuisiniers et tous ceux qui font tourner la machine. Donc sur 550 000, au maximum, on a peut-être 120 000 soldats réellement prêts au combat. Et si les États-Unis les rassemblent depuis tous les coins de l'Empire, les réserves et la garde nationale, pour les envoyer là-bas, sans même parler de la logistique nécessaire pour y arriver, il faudra quand même garder tout ce personnel de soutien à l'arrière pour que tout continue de fonctionner. Pour en déployer ne serait-ce que 120 000, il faudrait en déplacer au moins 300, voire 400 000, plus tout le matériel nécessaire pour assurer leur survie sur place. Oui, et il faut les installer, les préparer, et dès que vous faites ça, ils deviennent une énorme cible pour les missiles capables de les atteindre. Donc, voilà un autre problème. Vous ne pouvez pas les regrouper dans de grandes bases, sur de vastes zones. Il faut les répartir dans des bases relativement petites pour réduire le risque d'être touchés. Mais là encore, soyons sérieux. 120 000 hommes pour envahir un pays de 94 millions d'habitants, dont 2 à 3 millions sont déjà armés et retranchés dans les montagnes. Franchement, les États-Unis auraient besoin d'environ 3 à 4 millions d'hommes pour une telle opération. Et encore une fois, il faut pouvoir les nourrir, les armer, les maintenir sur le terrain, assurer la logistique et contrôler l'espace aérien pour éviter que cette logistique soit détruite par des missiles. C'est énorme et ça ne va pas se faire en 6 mois. Les États-Unis n'ont pas cette capacité. Les États-Unis n'ont pas cette industrie. Soyons réalistes. Il faudrait se préparer pendant 3 ou 4 ans. Et les États-Unis n'ont pas non plus l'argent pour ça, si on veut parler franchement. Donc je ne sais pas ce que Trump prévoit, franchement. Il peut augmenter la pression jusqu'à un certain point, mais le plafond n'est pas très haut, à moins d'en arriver aux armes nucléaires. Tu te souviens de cette marche devant Donald Trump, celle qu'ils avaient préparée? C'était qui ces types? C'était vraiment l'armée des États-Unis. Oui, c'est ça. La Haute Garde n'était pas là. La Haute Garde, c'est la garde de parade. Ce sont eux qui défilent devant les monuments et tout le reste. Ce sont de vrais soldats. Mais le fait que... Non, je veux dire, enfin, vous savez, dans les défilés militaires russes, ce sont de vraies unités ou des académies militaires. Ils s'entraînent encore et encore pour le défilé annuel. Les Chinois font pareil. Et si vous regardez les défilés indiens, c'est souvent très intéressant parce qu'on y voit des troupes avec des uniformes vraiment étonnants. Mais malgré tout, ils ont l'air plutôt professionnels, même s'il y a des unités un peu étranges dans le lot. Mais ils s'entraînent, n'est-ce pas? Alors que là, ces gars-là, on dirait juste la façon dont on fait marcher les troupes vers le réfectoire après l'entraînement.
Oui, oui, tout le monde en rang, en marche. Bon, eh bien, on va aller manger. Mais là, c'est devant tout le pays. Le fait d'ailleurs qu'aucun général n'ait perdu sa carrière à cause de ça, ça montre déjà à quel point l'armée contrôle. L'armée. Franchement, le président te dit, écoute, peu importe ce que t'en penses, que tu sois d'accord ou pas, le président te demande d'organiser un défilé, un vrai défilé professionnel devant tout le pays. Eh bien, tu organises un vrai défilé professionnel, si besoin. Tu regardes comment font les Russes ou les Chinois. Je veux dire, tu fais un défilé professionnel. Là, c'était pas professionnel du tout. C'était une blague. Les Nord-Coréens, je t'enverrai quand on aura fini sur Telegram un petit extrait sur la Corée du Nord pour te montrer comment eux, ils font ça. C'était vraiment ridicule, les commentaires. Un vieux type bedonnant assis derrière une escorte de luxe avec un animateur télé complètement ivre. Voilà, c'est exact. C'est comme ça qu'ils décrivent le défilé à Trump. Genre, oh là là, les Nord-Coréens, eux au moins, c'est drôle à voir. Mais là, franchement, c'était honteux. Je veux dire, c'était honteux à regarder. Mon Dieu, mais quel désastre. Franchement, c'était mauvais. Je me demande même s'ils se sont entraînés ou s'ils les ont juste mis là comme ça. Parce que bon sang, même à l'instruction de base, on apprend à marcher mieux que ces gars-là, en cadence. Eux, c'était juste un pas traînant, comme s'ils allaient déjeuner. Allez, on va au mess. En rang, direction le mess. C'est exactement la même chose. Franchement, c'était affreux. Juste affreux. Et aucun général n'a été viré. Et c'est ça, le point essentiel. Parce que dès qu'on parle d'une invasion de l'Iran, il faut forcément des troupes au sol. Il faut les envoyer. Ce ne sera pas une opération aérienne. On peut bien sûr bombarder, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'ils ont tiré une leçon du raid qu'ils ont mené récemment, juste avant le cessez-le-feu, celui qu'ils ont lancé dans le sud d'Ispahan. Ils ont compris quelque chose, parce qu'ils avaient envoyé la Delta Force, leurs unités les plus redoutables, dans le sud de l'Iran. Et elles se sont fait écraser par la riposte iranienne. Mais je pense que, comme Donald Trump l'a répété aujourd'hui, il a dit qu'il allait soit parvenir à un accord, soit attaquer les réseaux électriques, les ponts, tout, qu'il allait tout détruire. Je crois que c'est ça, son objectif final. Mais vous savez, cette combinaison de ce qu'il essaye de faire, détruire les réseaux électriques, les centrales, tout ça, comment est-ce que ça peut l'aider s'il veut vraiment parvenir à un accord? Ou alors, il ne veut pas d'accord du tout. Il ne se rend pas compte que c'est justement pour ça qu'il agit ainsi. À mon avis, le meilleur scénario pour Donald Trump, ce serait simplement de quitter la région et de s'en aller. Le meilleur scénario ne se réalisera pas à cause de Donald Trump. Comme en Irak, comme en Afghanistan, c'est la solution finale à ce qu'il est en train de faire. Le scénario idéal n'arrivera pas. C'est Donald Trump. Donc malheureusement, ce serait le meilleur scénario pour tout le monde. D'abord, ne faites pas l'erreur de croire que si une unité ne brille pas lors d'un défilé, elle ne sait pas se battre. Les meilleures unités, celles vraiment capables au combat, ne sont généralement pas très impressionnantes en parade. Mais en réalité, ça ne dit pas grand-chose sur la qualité des soldats eux-mêmes. Ça en dit beaucoup plus sur les généraux et les colonels qui ont organisé ce défilé, ceux qui étaient censés préparer et entraîner les hommes pour ça, mais qui ont bâclé le travail et fait ça à moitié. Ça en dit long sur les capacités de planification de l'état-major, ou plutôt sur leur absence, pour commencer. Ensuite, oui, la raison, c'est Trump. Je ne vais pas dire qu'il bluffe, parce qu'à ce stade, on ne peut pas dire ça. Mais si Trump dit des choses du genre « je vais faire sauter ceci, je vais faire sauter cela »,
c'est pour mettre une pression morale ou psychologique sur les Iraniens, pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Pas pour parvenir à un accord, mais pour les pousser à se rendre. Parce qu'au fond, c'est ça qu'il veut. Une reddition, au moins partielle, ce qu'il n'obtiendra évidemment pas. Mais c'est bien ce qu'il cherche. Et l'autre problème, c'est que s'il détruit les réseaux électriques de l'Iran, il s'en prend aussi aux usines de dessalement. L'Iran va répondre à ça en détruisant tout ce qu'il y a dans le sud du Golfe Persique. Et si l'Iran s'en prend même aux centrales électriques de pays comme les Émirats arabes unis, qui d'ailleurs ne sont pas vraiment un pays, mais plutôt une confédération lâche, si elle fait ça au Qatar, si elle fait ça aux Saoudiens, rien qu'en détruisant les centrales électriques, les usines de dessalement s'arrêtent. Et là, on pourrait se retrouver avec des dizaines de millions de morts en 2 ou 3 jours. À ce stade, si j'étais à leur place, bon, évidemment, les Émirats arabes unis sont dirigés par des imbéciles ou des gens complètement fous. Mais les autres, je pense qu'ils sont tous en train de hurler à Trump. Surtout pas, ne fais pas ça. On va mourir en masse. Et d'ailleurs, ces bases américaines ont disparu aussi. Personne ne reviendra s'y installer après ça. Et le Koweït, lui, est dans la même situation. Plus d'électricité, plus de dessalement, plus d'eau. Le Koweït au moins a un fleuve, tu vois, là où l'Euphrate et le Tigre se rejoignent et traversent le pays. Donc au moins, le Koweït a quelques voies d'eau. Mais les Émirats arabes unis, eux, qu'est-ce qu'ils ont? À l'origine, c'était 7 petits villages avec 7 petits ports. Aujourd'hui, ce sont d'immenses villes, sans aucune source d'eau douce, en dehors de ces usines de dessalement qui dépendent totalement de l'électricité. Alors oui, ces pays disparaîtront. Il n'y aura plus personne pour y vivre, à part quelques Bédouins, ici et là. C'est ça qu'on regarde. Et très probablement, ces pays sont en train de crier à Trump « Surtout pas, ne fais pas ça ». Mais encore une fois, les Émirats arabes unis ont l'air tellement décidés à récupérer quelques îles dans le détroit d'Ormuz qu'ils sont prêts à risquer leur propre génocide, faute d'eau. Donc, difficile à dire. Mais oui, ce serait une victoire féroce. Oui, on a fait sauter leurs centrales électriques, on n'a plus d'alliés parce que ces pays sont à moitié morts. Mais bon, voilà. Et plus rien ne sort du Golfe Persique parce que, oups, c'est nous qui avons fait ça, mais Trump pourrait le faire. Franchement, à ce stade, on ne peut plus rien écarter avec lui. Le problème, je pense, auquel Donald Trump est confronté en ce moment, c'est que s'il quitte la région avant d'avoir trouvé un accord, ce sera très difficile pour Israël. Parce qu'Israël est à découvert en quelque sorte. Ils n'ont plus grand-chose pour se défendre. Les radars ne sont pas opérationnels. Le système de défense aérienne ne fonctionne pas correctement. Et il y a une pénurie d'intercepteurs. Et puis l'autre point important, Stas, c'est que les deux dossiers, l'un, c'est le détroit d'Ormuz, et l'autre, c'est l'enrichissement de l'uranium, sont tous les deux à somme nulle. L'Iran ne peut pas reculer sur ces questions. Le détroit d'Ormuz restera, selon moi, sous le contrôle de l'Iran pour toujours. Ça ne changera pas. Et la deuxième partie, c'est l'enrichissement de l'uranium. L'Iran ne va pas reculer là-dessus. C'est la situation que Donald Trump lui-même a créée dans la région. Et aujourd'hui, vous avez mentionné les Émirats arabes unis. Les Émirats sont l'un des pays les plus problématiques de la région, parce qu'ils se rapprochent d'Israël. Mais aujourd'hui, un responsable émirati a déclaré qu'il ne voulait pas de bases américaines sur leur territoire. Vous voyez bien comment la région est en train de changer. Les bases ne reviendront pas. Israël est à découvert. Ils ne pourront pas se défendre si quelque chose se produit. Et les États-Unis ne pourront conclure aucun accord s'ils s'obstinent à maintenir leur politique actuelle. Absolument.
Absolument, absolument. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est bien ça le problème. Tout ce que tu dis est vrai. Tout ce que tu dis est absolument vrai. Mais qu'est-ce que Trump fait, lui? Je ne sais pas. À ce stade, je ne sais pas. I think he needs to capitulate finally. Je pense qu'il doit capituler, enfin, comme il l'a fait face au Yémen. À mon avis, tout ce blocus qui se passe en ce moment, ça fait partie de la propagande qu'il met en place. Il doit montrer une certaine force, un certain pouvoir de son côté. Parce que selon moi, les grands médias le démolissent, surtout du côté des démocrates. Ils l'attaquent en disant qu'il n'obtient aucun résultat, et il parle de la réalité de ce qui se passe. Mais Donald Trump, c'est pour ça qu'il doit faire quelque chose, tu vois, au moins pour montrer à ceux qui le regardent, à ceux qui le soutiennent aux États-Unis, qu'il agit. Le problème aussi avec Trump, c'est que regardez, la classe des grands donateurs des propriétaires est en grande partie liée à Israël. Et elle contrôle une grande part du réseau de communication. Ce sont eux qui ont ouvert la voie pour qu'il devienne président. Et aux États-Unis, ce n'est pas seulement une question d'Israéliens ou de groupes d'intérêt juifs. Avant, vous savez, une partie importante de cette classe de grands donateurs et propriétaires, c'était aussi des Arabes, surtout des Saoudiens. Il y en a d'autres. Le vrai problème, c'est le système américain lui-même. Vous savez, je ne blâme pas les Israéliens d'acheter des politiciens américains. Si vous pouvez investir de l'argent et obtenir un retour pour vous et vos intérêts, pourquoi pas? Le vrai problème, celui que les Américains devraient pointer du doigt, c'est le système américain lui-même. Il est tellement ouvert à la corruption. Il est fait pour ça. Que Donald Trump ait été acheté plus que d'autres avant lui, bon, d'accord. Oui, c'est vrai. Mais ils ont tous été achetés. Il y a très peu de présidents américains sur les 30 dernières années, tu sais? Je ne crois pas qu'il y en ait un seul qui n'ait pas été acheté de la tête aux pieds. Et la majorité des membres du Congrès, eux aussi, sont achetés. Complètement. Il y en a quelques-uns qui ne le sont pas, mais la plupart, si. Cynthia McKinney faisait partie de ceux qui ont été poussés dehors parce qu'elle n'était pas achetée. Si vous lui parlez un jour, c'est une femme formidable. Ron Paul, Marjorie Taylor aussi. Mais encore une fois, là on parle d'individus, non? Il y a un vieux proverbe russe qui dit « l'exception confirme la règle ». Et ce sont justement les exceptions. Donc tout le système américain est fait pour être acheté. Enfin, je ne pense pas que ce soit ce qui était prévu à l'origine, mais c'est comme ça que ça fonctionne, non? À moins d'une réforme en profondeur. Mais qui va la faire, cette réforme? Ceux qui sont déjà achetés. Évidemment, un système ne peut pas se corriger de l'intérieur. Par qui d'ailleurs? Les gens corrompus vont se couper eux-mêmes de tout leur argent et de leur financement. Bien sûr que non. Et à cause de ça, l'Amérique n'agit pas dans l'intérêt de l'Amérique. Des Américains meurent, non pas pour l'intérêt américain, mais pour des intérêts étrangers. Tout dépend simplement de qui peut acheter le plus de contrôle interne, qui peut acheter le plus de sénateurs, le Congrès, et vous savez, la présidence et la justice. Tout est acheté, tout est payé. C'est une corruption totale. C'est pour ça qu'un État avec quoi, environ 7,5 millions d'habitants restants, ceux qui ne sont pas partis, peut donner des ordres à un pays de 330 millions de personnes comme si c'était son chien. Assieds-toi ici, cours là-bas, lèche-moi les pieds ici. Et l'Amérique obéit. Et qui va reconstruire Israël? L'Amérique. L'Amérique qui n'a même pas d'école qui fonctionne correctement. L'Amérique dont les infrastructures s'effondrent. L'Amérique avec un taux d'illettrisme de 21% et 32% de personnes partiellement illettrées, c'est elle qui va payer pour reconstruire Israël. Pourquoi? Parce que c'est elle qui possède le gouvernement. Enfin, pas seulement elle, mais c'est elle qui en détient la plus grande partie. Les Saoudiens possèdent une bonne part du gouvernement américain,
d'autres groupes d'intérêt aussi. Les Ukrainiens sont en train d'en acheter une partie parce qu'ils renvoient l'argent américain dans les poches des politiciens américains. Alors Trump, je ne sais pas comment Trump va s'en sortir. Trump, I don't know how Trump gets out of this. Honestly speaking, Trump still, Franchement, Trump, tu vois, je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est qu'il quitte la Maison-Blanche, d'une manière ou d'une autre, et que quelqu'un arrive et dise « OK, on refait cette politique ». Je crois que c'est la seule issue. Et je ne pense pas que ça arrivera, que ce soit pour des raisons de santé, d'arrestation ou de sa propre volonté. Ouais, mais la seule solution maintenant, c'est qu'il parte, et il ne partira pas. Je ne sais pas, je ne vois pas d'issue. Je vois juste des décisions de plus en plus mauvaises, prises par des idiots, jusqu'à ce que quelqu'un ait enfin assez de courage pour se lever et dire « ça suffit ». Assez de ces conneries. Assez. Et pour l'instant, il n'y a personne, ni dans le gouvernement américain, ni dans l'armée, prêt à prendre ce risque. Je pense que depuis le début de la guerre, le plan des Iraniens, c'était de faire durer le conflit jusqu'en décembre, à cause des élections de mi-mandat. Ils savent très bien ce qui arriverait à Donald Trump si la Chambre changeait de majorité. Ça provoquerait d'énormes bouleversements sur la scène politique américaine. Personne n'aime Donald Trump. À mon avis, le Parti républicain est en train de se diviser de plus en plus. Et les démocrates, eux, ne l'aiment pas du tout et veulent le faire partir. Et ils le feront dès qu'ils auront le pouvoir. Ah, bien sûr. Bien sûr. Et en plus de ça, non seulement ils vont le virer, mais Donald Trump est en train de grignoter sa propre base. Enfin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ceux qui restent, ce sont des groupies, des fanatiques. Ils sont persuadés qu'ils jouent aux échecs en 5 dimensions, alors qu'en réalité, ils jouent aux dames en une seule dimension. Essayez d'imaginer ça, des dames en une dimension. Bref, franchement, ces gens-là, c'est le genre de personnes qui ont acheté des pièces Trump pour l'amour du ciel. Ce sont aussi ceux qui envoient $1000 à Paula White pour qu'elle déclenche les 7 miracles dans leur foyer. Écoutez ces vidéos, c'est hallucinant. Elle dit littéralement « Envoyez-moi votre argent maintenant. Vous allez m'envoyer votre argent, sinon vous serez damnés. » Et les gens lui envoient de l'argent. Mince alors, c'est complètement dingue. Franchement, c'est fou à regarder. Mais voilà, c'est ce genre de gens. Tous les autres, la plupart de ceux qui faisaient partie du mouvement MAGA, ils sont partis. Ils ne soutiennent plus Trump. Ils le détestent parce qu'ils se sentent trahis. Il leur a planté un couteau dans le dos. Ils avaient voté pour un homme qui disait « Je vais mettre fin à toutes ces guerres. On en sort, c'est fini. On va s'occuper de nos énormes problèmes internes. » L'Amérique s'effondre et certaines parties du pays se sont déjà effondrées. Beaucoup de grandes villes, c'est devenu un vrai bidonville du tiers-monde. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, tapez sur Internet. Les 40 villes les plus dangereuses, ou les 20, mais 40 c'est mieux. Et l'Amérique s'est améliorée. Enfin non, en fait non. Dans le classement, l'Amérique ne s'est pas améliorée. C'est le Mexique qui a empiré. Mais si vous regardez ces villes, 39 des 40 villes les plus dangereuses du monde se trouvent toutes dans l'hémisphère occidental. Le Cap Horn, ou c'est Johannesburg. En fait, Johannesburg fait partie des 40. C'est la seule qui n'est pas dans l'hémisphère occidental. Et 2 ou 3 de ces villes sont américaines. Avant, c'était 4. Mais la situation au Mexique s'est aggravée, c'est devenu plus dangereux. Du coup, d'autres villes mexicaines ont fini par entrer dans cette liste très fermée. Franchement, l'Amérique s'effondre. Certaines régions sont complètement à l'arrêt et d'autres sont en train de le devenir. Regardez la Californie. Je ne parle même pas des campements de tentes à Los Angeles. Allez voir les vidéos partout ailleurs en Californie. C'est pareil, des gens à vélo et partout, des rangées de tentes, encore et encore. Des familles entières qui vivent là.
and his whole family's living there. It's not just, some bums or something like that. Ce ne sont pas juste, tu vois, quelques clochards ou un truc du genre. Ce sont des familles entières. C'est comme si tout l'État était en train de s'effondrer. Tout s'écroule. Et ces gens-là, ce sont ceux qui ont voté pour Trump, à qui il avait promis. Ah, voilà, on sort de ces guerres. On va s'occuper du déficit. On va réinvestir dans les familles. Et tout ça pour rendre l'Amérique à nouveau grande. Pas pour rendre Israël grand à nouveau, ni l'Argentine grande à nouveau. D'ailleurs, Trump a donné 20 milliards de dollars à l'Argentine pour son industrie bovine, afin qu'elle puisse concurrencer l'industrie bovine américaine en Chine. Franchement, c'est dingue, tu peux pas inventer ça. Donc en gros, je vais payer le gars, je vais lui filer 20 milliards pour qu'il relance son industrie bovine, juste pour qu'elle puisse faire concurrence à la nôtre. Oui, Vous savez, il y a plein de pays qui commencent par la lettre A. Apparemment, ils se sont un peu trompés. L'Amérique, l'Argentine, vous voyez, c'est à peu près pareil, quelque part dans l'hémisphère ouest. Mais bon, tout ça, ça a déjà été fait, refait encore et encore. Et l'Iran, ça a été la goutte d'eau pour la plupart des gens. Ils se sont dit, voilà, c'est évident, ça ne sert à rien. Alors ils ont lâché l'affaire. Ils en ont fini avec Trump. Donc, ils ne seront pas là pour le soutenir. ce n'est pas seulement Trump. Israël ne se porte pas très bien non plus aux États-Unis. Israël est en train de tout faire s'effondrer. Israël, c'est une réalité complètement différente. Je veux dire, regardez, en 2 ans à peine, Israël est passé d'un soutien massif chez les jeunes. Ils avaient plus 47 points de popularité, à moins 1 point, en 2 ans. Parce que, oui, les jeunes ont juste... Enfin, d'abord, ça fait 2 ans qu'ils voient des vidéos où on les voit tuer des gens, tirer sur des enfants, abattre des gamins, abattre leur mère. La plupart des jeunes juifs détestent Israël maintenant. Ils ne veulent plus être associés à cet État, encore moins aux chrétiens. J'ai d'ailleurs posté une vidéo d'un soldat israélien en train de détruire quelque chose à coups de masse. Enfin, en fait, c'était une photo. Je n'ai pas trouvé la vidéo. Un soldat israélien dans le sud du Liban en train de détruire une statue de Jésus sur la croix à coups de masse. Vous voyez, si vous êtes chrétien et que vous regardez ça, ce sont des soldats de Tzahal. J'avais publié une vidéo où l'on voyait des soldats israéliens dans une église en ruine, se moquant du dimanche des rameaux. Vous savez, avec les feuilles de palmier, c'est le dimanche qui précède la semaine de la Passion du Christ. Quand le Christ est entré à Jérusalem, les gens jetaient des feuilles de palmier et des vêtements sur le chemin pour que l'âne sur lequel ils montaient passe dessus. Ils ne marchaient pas sur la route. Ou alors, les gens prenaient des rameaux pour les faire bénir. C'est juste tombé à ce moment-là. Ok, Midver. Alors ils utilisent ces palmes, ils s'en moquent en fait. Quand on voit ça, on se dit, pour les chrétiens, surtout les protestants, vous soutenez Israël au nom du christianisme. Vraiment? C'est ça, être pro-chrétien. Ces vidéos circulent, et le plus ironique, c'est qu'ils les font eux-mêmes. Ils les tournent et ils les publient fièrement, en montrant qu'ils tuent des gens, qu'ils détruisent des monuments chrétiens en plus de ça. Ce n'est pas comme si quelqu'un s'infiltrait pour filmer ou leur demandait de mettre en scène ces vidéos. Non, ils le font volontiers. Vous savez, les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, eux aussi, ils adoraient prendre des photos de leurs victimes. Je les enverrai à leur famille. Soyez fiers de ce que papa fait. C'est un état d'esprit, je suppose. Peu importe la race, au fond. N'importe qui peut être un nazi. Les Juifs ne sont pas à l'abri de devenir nazis. Israël en est un exemple flagrant. Et ils ont le même trouble mental. Ils aiment se prendre en photo en train de tuer des gens, juste pour montrer à quel point ils sont forts et dangereux. Mais à l'époque, en 1939, 40, 42, 43, il n'y avait pas Internet.
Aujourd'hui, on a Internet. Et quand ces abrutis publient leurs propres trucs en ligne, tout finit par sortir. Ça circule partout. Et tout le monde voit à qui on a vraiment affaire. On a affaire à un régime psychopathe. Stas, je pense que si la guerre reprend, les États-Unis vont devoir utiliser le système de défense aérienne qu'ils ont. On sait qu'ils ont apporté ce système depuis la Corée du Sud et qu'ils ont même demandé à la Pologne de leur prêter le système Patriot qu'elle a sur son territoire. Mais d'après ce qu'on a entendu, le gouvernement polonais a refusé. Je ne sais pas s'ils ont fini par l'envoyer ou pas. Et là, on a de nouvelles images satellites qui montrent que les États-Unis ont déplacé leur personnel et les lanceurs patriotes en Jordanie pour qu'ils soient moins exposés. Regarde, je te montre la photo, tu vois? Pourquoi les avoir placés aussi près les uns des autres? C'est l'emplacement de ces systèmes de défense aérienne. Et là, c'est un zoom sur l'image. Regarde, d'accord. Donc là, tu as deux systèmes de lancement, avec un grand radar au-dessus de l'un d'eux. Regarde à quel point ils sont proches. Franchement, tu pourrais les placer bien plus loin l'un de l'autre avec des câbles. C'est incroyable à quel point c'est serré. Je veux dire, littéralement, tu pourrais prendre ça, il y avait 2 missiles balistiques, et tu détruirais tout ce qu'il y a là. Oui, ça dépend de la taille des missiles balistiques. Tu pourrais en faire exploser un au milieu du bloc de gauche et quand même endommager le reste, juste à cause des éclats, selon la puissance de l'ogive. Mais bon sang, ça me rappelle, tu sais, l'une des premières frappes, c'était une attaque hypersonique lancée sur une batterie Patriot à Kiev. Et tu voyais cette batterie Patriot tirer toutes ces 32 fusées, une après l'autre. Tchou, tchou, tchou. Et d'ailleurs, 6 d'entre eux sont partis par ici, par là, peu importe. Je veux dire, ils ont dévié, trouvé un bâtiment et décidé de changer de camp. Les missiles ont littéralement changé de camp. Et un hypersonique est arrivé directement et il a tout détruit parce qu'ils étaient tous positionnés comme ça, sauf qu'ils avaient encore plus de lanceurs. Là, il n'y en avait que 2. C'est incroyable. Ils peuvent en avoir jusqu'à 8 voire 10, donc beaucoup plus de blocs. Mais oui, celui-là, oui, voilà les satellites, ça prouve bien le point. Et je me demande d'où viennent les photos satellites, parce qu'elles ne sont pas américaines. Donc vous voyez, étonnamment, il n'y a pas que des satellites américains. L'Iran en a quelques-uns, mais il y a aussi tous ces satellites russes, chinois, indiens et plein d'autres encore. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais oui, on dirait qu'ils survolent toujours les mêmes zones, tous les jours. Donc voilà, la guerre moderne, tant qu'il y a des satellites, bonne chance pour essayer de cacher quoi que ce soit. 1, 2, enfin, qu'est-ce que ça change? Ça fait 4, ça fait 8. Même s'ils lancent tout ça, ça fait 8 intercepteurs avant de devoir recharger. Franchement, c'est pas énorme. C'est d'ailleurs une des choses qui montre, tu vois, que l'Amérique est en train de gagner. On dit, regardez, le nombre de missiles tirés par l'Iran est bien plus faible qu'au début. Oui, mais c'est parce qu'ils en ont plus besoin. Chacun de ces missiles atteint sa cible. Il n'y a plus rien pour les intercepter. Pas besoin d'envoyer une salve entière de missiles. Vous n'avez plus besoin d'envoyer 5 ou 6 missiles sur une cible en espérant qu'un ou 2 passent. Ils passent tous. Donc au final, vous économisez vos munitions parce qu'il n'y a rien pour les arrêter. Et ça, en réalité, c'est pas bon signe. C'est même très mauvais signe. Mais c'est là-dessus que les médias américains insistaient sans arrêt, beaucoup moins de missiles tirés. Sauf qu'ils passent tous. Ils détruisent toutes les cibles. Voilà, ils ont donc déplacé ce système. Le radar THAAD, lui, est très visible. C'est une énorme cible qui dit en gros « tirez ici, je suis là, tirez tout de suite ». C'est ça, le petit problème avec leur radar. Il faut énormément de défense aérienne juste pour protéger ce seul radar. Vous savez, les autres radars THAAD, 3 ou 4 radars THAAD.
I think. Je crois qu'au total, ils avaient 8 systèmes THAAD et qu'ils en ont déjà perdu 4 jusqu'à présent. So far. Sept. 7. Et ils en ont déjà perdu 4 jusqu'à présent. Et ça va être mieux. They're like $5 billion for a battery. C'est genre 5 milliards de dollars pour une batterie. Oui, je sais, 5 milliards pour une batterie. C'est fini. Écoutez, on a eu quoi? 2 semaines de semi-cessez-le-feu? Bon, disons 2 semaines complètes. Eh bien, ça voudrait dire que même si les États-Unis doublaient la production de Patriotes, ça ferait quoi? 35 missiles de plus, peut-être 40, des missiles Patriot PAC-3. Oui, ça suffit pour une vingtaine de cibles, à peine. Donc, encore une fois, on en revient au même, ça ne sert à rien. Je veux dire, les États-Unis auraient besoin, au rythme où ils produisent, même en doublant ou en triplant la cadence, de 2 à 3 ans pour se réapprovisionner. Tout simplement. On en est là. Et peu importe, tu sais, tu en as déjà pris beaucoup à tes alliés qui en ont besoin ou à tes vassaux. L'Ukraine est toujours dans la partie et elle en a besoin aussi. Alors, que fais-tu maintenant? Ah, et bien sûr, il y a Israël. Donc oui, la meilleure chose que les États-Unis pourraient faire, ce serait de s'éloigner d'Israël. Mais ils ne le feront pas. Voilà le problème. Ils ne le feront pas. La meilleure chose qu'ils pourraient faire pour eux-mêmes, ce serait de partir. On en a assez. Merci beaucoup. C'est une erreur. Monsieur Trump est parti maintenant. Moi, je suis Monsieur Vance et je dis au revoir. Ce serait le meilleur scénario possible à ce stade. Ou alors si Trump lui-même ne vient pas dire ça, mais non, ils feront le contraire, malheureusement. I think something significant is happening in Iran. Je pense qu'il se passe quelque chose d'important en Iran à propos du système de défense aérienne. Le président du Parlement, hier, parlait sur l'une des principales chaînes iraniennes. Il a dit qu'il se passait quelque chose de majeur concernant la défense aérienne, les capacités qu'ils ont. Si une nouvelle offensive commence et qu'ils lancent des attaques, on va voir beaucoup de ces avions de chasse être abattus par le système de défense aérienne. Mais il y a aussi autre chose, Sas. Le drone dont on parle, c'est le MQ-4C Triton. Oui, le Triton. MQ-4C Triton. Yeah, it's Triton. Ça s'appelle Triton. It costs more than 2 Ça coûte plus cher que 2 F-35. Et vous savez, ils ont rapporté que les États-Unis ont déclaré qu'il avait disparu dans le Golfe Persique. Et ils ne savent pas si l'Iran l'a abattu, ou si l'Iran a réussi d'une manière ou d'une autre à prendre le contrôle du drone, et qu'il est maintenant entre les mains des Iraniens. Je pense que c'est l'un des plus gros problèmes de l'administration Trump, et que ça va s'aggraver. Pour l'instant, les Iraniens n'ont pas commenté, mais je crois qu'il se passe quelque chose d'important de ce genre. Vous savez, tout ce que je peux dire, c'est que les scientifiques et les ingénieurs russes et chinois doivent se dire « Allez, voyons un peu ce qu'il y a là-dedans ». Parce que franchement, le drone en lui-même ne coûte pas si cher, évidemment. Donc ce qui vaut vraiment quelque chose, c'est la communication, la caméra, tout le matériel de collecte d'informations qu'il embarque. Et je suis sûr qu'en ce moment, les ingénieurs en Russie et en Chine en salivent d'avance. Super, de nouveaux jouets à démonter. Voyons un peu ce que les Américains cachent dans leurs secrets les mieux gardés. Waouh, 240 millions de dollars. Sacré dispositif de collecte d'infos qu'ils transportaient. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Comment peut-on imaginer qu'un drone coûte plus cher que 2 F-35? Les avions les plus noirs jamais construits par le gouvernement américain, d'ailleurs. Ces types sont incroyables. Franchement, je trouve que le complexe militaro-industriel des États-Unis est tout simplement impressionnant. Ils font juste de l'argent. Ah oui, oui. Franchement, pour eux, c'est le jackpot en continu. Qu'ils gagnent ou pas, ça leur est égal. Ils encaissent dans tous les cas.
Vous savez, le simple fait que Quand l'Iran a pris le contrôle de ce Horseman et ce premier le drone Reaper, la bête de Kandahar, ils l'appellent la bête de Kandahar, ce qu'ils ont fait en Iran. à ce moment-là, tout est parti en vrille. Tu sais ce qui s'est passé. Comment l'Iran a eu ce drone. Tu connais cette histoire? Non. Alors, quand ils l'ont utilisé dans le Golfe Persique, tu vois, quand on envoie le drone dans les airs, il y a un moment crucial où les opérateurs là-bas au Nevada doivent en prendre le contrôle. Il y a une sorte de décalage. Ça dure moins de, je sais pas, 2 minutes, 1 minute, peut-être même moins d'1 minute, 30 secondes. C'est un moment clé pour établir la connexion. Tout est chiffré. Ils doivent se connecter au drone. À l'époque, ils l'envoyaient depuis l'Afghanistan. Oui, c'est ça. Et le centre de commandement au Nevada va reprendre le contrôle du drone pendant cet intervalle. C'est une période très courte, très limitée. Mais l'Iran a pris le contrôle avant que le Nevada n'intervienne. L'Iran a pris le contrôle, ils l'ont fait descendre. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose de ce genre ici, dans cette pièce. Évidemment, quelque chose. Bon, vous savez comment la Russie... Je dois y aller dans 2 minutes, parce que l'émission de Christopher Lally m'attend depuis une bonne demi-heure, je vais y passer tout à l'heure. Mais l'une des choses que la Russie fait avec les JDAM américains, les drones fabriqués aux États-Unis et tout ce qui survole son territoire, c'est qu'ils cassent le code, puis ils envoient de fausses informations aux missiles et aux drones. Soit ils les font tourner en rond jusqu'à ce qu'ils tombent en panne de carburant ou de batterie et s'écrasent. Soit avec les JDAM, ce qu'ils faisaient, c'est que, comme ils sont tellement mal assemblés, avec une électronique de mauvaise qualité, eh bien, ça coûte une fortune. Ils leur donnent des coordonnées, mais en réalité, elles sont beaucoup plus hautes qu'elles ne le sont vraiment. Du coup, le système essaie de descendre à la bonne altitude et finit par s'écraser dans un champ. Et voilà. Donc oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce matériel. Et d'ailleurs, les drones iraniens et russes, pour l'instant, ils n'arrivent pas à les casser. Ils ont beau essayer, ils n'y arrivent pas vraiment. Par contre, de l'autre côté, oui, la Russie, elle, les casse. Donc évidemment, il y a l'Iran. Voilà, c'est ce moment-là. Exactement. Voyons ce qui se passerait. Merci. Merci beaucoup, Sas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un vrai plaisir, comme toujours. Toujours un plaisir.